Bonjour à tous et bienvenue sur LCI pour votre grand entretien du dimanche. Le grand entretien aujourd'hui qui a le plaisir de recevoir le général Trinquant. Soyez le bienvenu, général. Vous êtes un expert reconnu en relations internationales. Vous avez été le chef de la mission militaire française auprès de l'ONU à New York. Et puis, vous conseillez dans les domaines de la paix, notamment plusieurs pays. Comment maintenir cette paix ? C'est une grande question aussi. Pour ce grand entretien, je serai accompagné de Guillaume Roquette. Ravi de vous accueillir, Guillaume, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Soyez donc tous les deux les bienvenus. Le grand entretien, c'est parti. Général Trinquant, on commence bien évidemment avec ces images des frappes du jour sur Moscou. Regardez, elles peuvent être impressionnantes, ces images de prime abord. Une attaque qui s'est produite dans la nuit dernière. Voilà, on voit, ça envoie ces attaques de drones qui sont de plus en plus fréquentes. Est-ce que la guerre des drones est ici, général, déclarée ? Mais surtout, qu'est-ce que ça va changer, cette guerre hybride ? Alors, je crois qu'il faut voir deux choses dans la guerre des drones. La guerre tactique, c'est-à-dire l'utilisation des drones sur le combat, sur les lieux de combat, et puis les drones de portée stratégique, tels que ceux qu'on voit dans la région de Moscou. Et ce sont deux choses totalement différentes. La guerre au sol a été considérablement modifiée par la guerre des drones. C'est le combat en Azerbaïdjan en particulier qui l'a révélé, mais on l'avait déjà vu au Moyen-Orient. Et la guerre ici stratégique, je pense d'abord que ça montre l'inventivité des Ukrainiens, parce que ces drones-là sont des drones fabriqués par les Ukrainiens. Or, qui pensait que les Ukrainiens fabriquaient des drones qui vont à 500-600 km et qui sont capables de frappes assez précises. En revanche, les charges sont légères, parce qu'il y a un calcul à faire entre la distance et la charge emportée. Il n'y a pas de victimes ici, c'est important. Non, il n'y a pas de victimes, mais symboliquement, c'est très important pour montrer aux Moscovites, la guerre est aussi chez vous. C'est ça. Oui. Sur les images que l'on voit, c'est un immeuble de bureau qui est touché. On se demande à quoi ça sert. Enfin, on est d'accord que ça ne change en rien la nature ou le cours du conflit. Ça ne change en rien la nature du conflit. Comme je le disais, ça indique aux Moscovites la guerre est chez vous également. Immeuble de bureau, attention, il y avait des éléments du ministère de l'économie et des finances dedans. Donc on ne cible pas. Est-ce que c'est aussi une cible ? Bon, voilà. Maintenant, comme je le disais, la charge est légère, 25 kilos à peu près. Donc ce qui fait qu'on ne va pas vous détruire l'immeuble. Mais ça va montrer, attention, nous sommes là aussi. Parce que pour l'instant, les Russes, je parle essentiellement des Moscovites et des habitants de Saint-Pétersbourg, sont dans une bulle. Moi j'avais un ami qui avait pris un poste à l'université là-bas, il me dit la jeunesse là-bas c'est incroyable, ils vivent dans leur bulle, la guerre n'existe pas, ils sont sur leurs réseaux sociaux et ils veulent surtout pas voir ce qui se passe de l'autre côté. Général Trinquant, est-ce qu'on est ici aussi dans une guerre de communication qui est importante pour les Ukrainiens? Au-delà du fait que nous sommes là, il y a aussi nous résistons et nous passons à l'offensive. Oui, alors la guerre de la communication est très importante et vous soulignez sur l'Ukraine, mais c'est très important en Russie aussi aujourd'hui. Il y avait une prise d'armes majestueuse à Saint-Pétersbourg pour la marine et le président Poutine n'a pas parlé de la guerre du tout. Il n'a parlé que de la marine glorieuse qui avait été créée il y a 250 ans, etc. Et du côté des Ukrainiens, la communication, c'est on est là, on combat, avec beaucoup d'images, même parfois au ras du sol, où on interroge les soldats, où on cherche et qui disent on veut y aller, on veut regagner, etc. Donc la communication fait totalement partie de la guerre globalement. Soulignons, pour petite parenthèse pour la France, que depuis quelque temps maintenant, la communication a vraiment été prise en compte comme un élément de la guerre, et on a des gens dans les armées qui sont chargés de structurer la communication. Des sortes d'attachés de presse de la guerre. Tout à fait, et qui diffusent de l'information de façon à ce que les gens qui interviennent aient les bons éléments. Ces drones ont atteint Moscou après avoir fait plus de 500 km, c'est la distance du front. Est-ce que ça veut dire que le système de protection russe ne fonctionne pas correctement ? Alors, point très important que vous soulignez, les Russes signalent qu'ils sont arrêtés à Moscou. Donc ça veut dire qu'il y a un dispositif autour de Moscou, à l'évidence. Et puis ça me semblerait étonnant que ce ne soit pas le cas. Mais ça veut dire qu'entre les deux, effectivement, il y a un grand trou. Ils ont fait 500 km sans être inquiétés, sans être tirés. Donc c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a quand même... Ça vole à quelle altitude un drone comme ça ? Alors ces drones-là ne volent pas très très haut. Donc vous avez raison, il est probable qu'il y a un système antimissile qui, lui, est capable d'intercepter.
Donc, mais ça veut dire qu'il y a des trous dans la raquette quand même. Et ça, je pense que c'est aussi un des éléments, bien sûr, qui n'est pas mis en exergue du tout par les Russes, qui disent, regardez, on les a arrêtés, soit on a tiré dessus, soit des systèmes électromagnétiques. Qui peuvent brouiller aujourd'hui les drones ukrainiens. Brouiller les drones. Ouais. Général, est-ce qu'on peut avoir aussi cette idée, peut-être délirante, vous allez nous le dire, que les Russes peuvent laisser aussi passer des drones pour peut-être légitimer ce qu'ils ont appelé jusqu'à présent une opération spéciale en Ukraine ? Non, je ne le crois pas pour une raison simple. S'il voulait faire dans le domaine de la communication, il pourrait monter en gamme et dire, vous avez vu, Moscou a été attaqué, les Ukrainiens nous attaquent, la patrie est en danger. Vous voulez dire avec des morts comme civils ? ça. Voilà. Là, pas du tout. À chaque fois, ils minimisent. Ils disent, il n'y a pas eu de blessés, dégâts mineurs, il n'y a pas de problème. Donc, je ne pense pas qu'ils soient dans cette logique-là. La logique de la mère patrie attaquée, c'est quelque chose qui est à double tranchant, d'une certaine façon. On l'a bien vu le 23 juin à propos de la mutinerie de Prigojine. Ça peut montrer aussi qu'il y a beaucoup de faiblesses dans le dispositif. Hein. Et Vladimir Poutine n'en a pas besoin aujourd'hui. Il n'en a pas besoin. Il a des difficultés. Il a des difficultés en interne. Donc il fait des purges. Il fait des purges dans l'armée. Il fait des purges dans l'opposition. Et globalement, la réunion de Saint-Pétersbourg avec les Africains a été un semi-échec. Il y avait 43 présidents il y a 3 ans. Là, ils étaient 17. Et on en parle dans un instant, Général. On en parle dans un instant. Parce qu'avant de revenir sur ce sommet Russie-Afrique, il y a eu cette semaine une autre rencontre au sommet, si je puis dire, à Saint-Pétersbourg. Toujours, eh bien, c'est Loukachenko qui était invité. Regardez ces images assez exceptionnelles aussi. On assiste à quoi ? Un bain de foule. On a un Vladimir Poutine 2.0 qui prend des selfies, qui serre des mains. Lui qui nous avait habitués à être dans un train archi blindé, dans des résidences top secrètes, dans des bunkers. Bon, ben voilà, il a regardez la chemise un peu détachée. Oui, alors ça, c'est la com qu'il veut faire. Maintenant, regardez de près. Il est entouré de gardes du corps et de temps en temps, on lui amène quelqu'un. Donc, si vous voulez, c'est un bain de foule quand même un peu limite. J'ai trouvé amusant, d'ailleurs, il y a une image, on la voit pas là, mais il y a une image où, à un moment, il se retrouve tout seul. Et d'un seul coup, il dit, mais envoyez-moi quelqu'un, quoi. Je suis tout seul. Il est en panique. Donc, voilà. Donc, évidemment, la communication est là. Il veut montrer qu'il fait un bain de foule. Vous noterez qu'il y a toujours un prêtre qui est derrière, parce que l'aspect traditionnel, comme c'était lors de la prise d'armes de ce matin, très très important. Donc il veut montrer qu'il défend des valeurs traditionnelles, mais le bain de foule, à ses limites quand même, il est quand même pas mal entouré de gardes du corps. Au-delà du bain de foule, qu'est-ce qu'il faut retenir du message qui est envoyé ici avec cette rencontre au sommet avec un allié, la Biélorussie ? Il y a un rapport avec la grande Union soviétique, on rassemble. Oui, alors il faut rappeler qu'il y a un accord entre la Biélorussie et la Russie pour intégrer la Biélorussie dans la Russie. Et le lien avec l'Ukraine est intéressant parce que, en fait, c'est ce que voulait faire le président Poutine avec l'Ukraine. Maintenant, pas dans ces images-là, mais dans la discussion Poutine-Loukachenko. Le face-à-face. Moi, j'ai trouvé ça remarquable. Loukachenko s'en tirait plutôt bien, en fait. Il était en train de dicter la stratégie à Poutine et il lui répétait souvent « et vous allez nous aider ». Donc ce n'était pas la Russie qui était à la manœuvre, c'était Loukachenko qui était à la manœuvre et vous allez nous aider. Et puis vous savez, je m'occupe de Prigojine, enfin il n'a pas cité Prigojine, mais je m'occupe de Wagner parce qu'ils sont très énervés, mais je vais les tenir, je les retiens. C'était quand même extraordinaire. Et justement, parce qu'effectivement, Loukachenko a joué un rôle majeur en accueillant en Biélorussie les miliciens de Wagner qui ne voulaient pas se fondre dans l'armée russe. Est-ce qu'on a des nouvelles de qu'est-ce qui deviennent ces miliciens en Biélorussie ? Est-ce qu'ils sont toujours opérationnels ? Est-ce que c'est toujours des militaires ou ils sont devenus d'anciens soldats ? Non, alors je pense que les Wagner ont eu 3 options. En Ukraine, vous vous engagez dans l'armée et vous rejoignez l'armée. Vous voulez pas, vous repartez chez vous. 3e option, vous allez en Biélorussie. Vous repartez chez vous vivant, Général ? Apparemment vivant. Apparemment, le seul qui risque, à mon avis, vraiment pour sa vie, c'est le président de Wagner, c'est Prigojine. C'est pas les Wagner eux-mêmes, je crois pas trop. Mais en revanche, ceux qui vont en Biélorussie, eh ben vous allez en Biélorussie et vous allez être les instructeurs de l'armée biélorusse. Et là, on a eu 2 séries de communications, d'images. La première, à mon avis, très mauvaise, où ils apprenaient simplement à tenir un fusil à l'armée biélorusse. C'était pas très glorieux pour l'armée biélorusse si elle ne savait pas tenir un fusil. La deuxième, où on les voyait avec des forces spéciales, avec des drones, justement, avec des choses beaucoup plus techniques. Et donc là, on montrait qu'ils allaient faire monter en gamme
l'armée biélorusse. Alors, que vont-ils faire au-delà de ça? Servir de garde prétorienne pour Loukachenko, peut-être, parce que Loukachenko est dans une situation pas très stable dans son pays. Alors, on anime beaucoup les réseaux en disant oui, la menace sur la Pologne, sur la Lituanie. Et on va en parler. Moi, bon, j'y crois pas trop. Vous avez parlé à l'instant de Loukachenko. Loukachenko, justement, qu'est-ce qu'il se joue ici pour lui sur l'échiquier politique? Je vais aller plus loin, sur l'échiquier géopolitique. Alors, Loukachenko, que moi-même je considérais comme, j'allais dire, un pauvre gars qui était un peu sous la coupe de Poutine. Carrément? Oui, mais je trouve qu'en ce moment, il s'en tire pas mal. Et il faut se souvenir que c'est un vieux briscard quand même. Hein. C'est un type qui avait un poste important bien avant Poutine. Donc c'est un vieux briscard qui a réussi à traverser tout ça. Grand ami de Prigojine. Hein. Ouais, donc il faut se méfier de lui. Il a été au début... Alors d'abord, il réussit depuis le début à servir de base arrière pour l'armée russe, mais à ne jamais rentrer en guerre. Parce que depuis le début, Poutine essaye de l'entraîner dans la guerre. Il est toujours resté en dehors. Et là, cette visite de 3 jours, quand même, c'est une visite très longue, à Saint-Pétersbourg, et le face-à-face dont je vous parlais, me permet de rétablir une situation différente pour Loukachenko. Je crois qu'il est en train de bénéficier de la situation aujourd'hui à cause de la faiblesse probable, envisageable de Poutine. Mais pas jusqu'à intervenir militairement dans la guerre. L'armée biélorusse, pour l'instant, elle ne combat pas en Ukraine. Non, alors elle ne combat pas pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle n'en a pas la capacité. L'armée biélorusse, n'est pas bonne. En revanche, elle offre une surface avec des bases qui permet d'avoir des bases arrière. Souvenons-nous qu'en février, quand le TAC a commencé, le 24 février, beaucoup de troupes venaient en Biélorussie. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut se souvenir que Loukachenko est président à cause d'un coup d'État, d'une certaine façon. Il a refusé les élections. Il avait été battu aux dernières élections. Il avait été battu, on le voyait avec sa Kalachnikov. Mais il a quand même une opposition extrêmement forte. Il a d'ailleurs des Biélorusses qui sont en Ukraine et qui combattent contre l'armée russe. Donc il n'est pas en position favorable. Alors justement, quand il avait été, quand il était resté au pouvoir, alors qu'il avait perdu les élections, il y a eu des sanctions européennes contre lui. Et pour se venger entre guillemets, il a ouvert les frontières pour laisser passer des migrants. Et le Premier ministre polonais dit aujourd'hui, Wagner s'apprête à faire la même chose. Ils font se déguiser en garde-frontière biélorusse pour ouvrir les portes pour que des migrants aillent en Pologne. Vous y croyez pas, ça? Oui, si ça c'est possible. C'est le type d'action indirecte, ce qu'on appelle des actions indirectes, j'y crois. Sauf que depuis, les Lituaniens, les Polonais se sont armés. Ils ont créé un nouveau mur, mais pour empêcher les migrants de venir. Donc je pense qu'ils se sont préparés. Mais surtout, général, quel impact? L'impact, il est où là? Il est sécuritaire, il est économique, on fait entrer des migrants. Oui, mais j'ai envie de vous dire, so what? Qu'est-ce qui va se passer? C'est des troupes de quel genre? Tout ce qui peut déstabiliser les gouvernements occidentaux, on le fait. On le fait sur les frontières lituaniennes et polonaises, on le fait en Afrique, on le fait également à l'intérieur de nos sociétés. Mais là, concrètement, c'est quoi l'impact? C'est quoi le trouble? On fait rentrer des migrants, ils font quoi? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire élection dans ces pays-là. Ils savent, eux, ne sont pas gênés par les élections. Nous, ils savent qu'il y a des élections. Et le problème des migrants va poser un problème. Et donc des mouvements d'extrême droite qui pourraient prendre le pouvoir et qui, d'une certaine façon, seraient plus frileux vis-à-vis de la guerre en Ukraine, ça les intéresse beaucoup. D'accord. Donc c'est cette déstabilisation-là qui intéresse. On n'est pas sur l'attentat, on n'est pas sur on envoie des hommes qui pourraient faire des choses plus graves et qu'on pourrait Alors, surveiller. si vous voulez, il faut bien voir, nous en France, on est assez loin de tout ça. Hein. Oui. En Lituanie, en Pologne, ils sont sur la ligne de front. Hein. Si vous voulez, le combat, c'est de l'autre côté de la frontière. Hein. Donc je pense qu'ils sont extrêmement préparés à ça. Il faut souligner aussi qu'il y a un renfort énorme de troupes de l'OTAN qui ont eu lieu. En Lituanie, en Estonie, en Pologne, partout. Donc, si vous voulez, il y a un dispositif qui s'est beaucoup durci depuis 1 an et demi dans la région. Militairement, si la Biélorussie, si Wagner décidait de taper précisément sur cette frontière, ou avec la Pologne, ou avec la Lituanie, c'est la fin.
On est d'accord que ça se généralise, c'est pas possible. C'est pas Alors, les coups les ça ne plus peut pas. Des frappes intelligents. directes, c'est pas possible, Ouais. parce qu'on attaque l'OTAN et que l'OTAN, Poutine n'a pas du tout envie de se retrouver face à l'OTAN. Il n'a pas intérêt. Ben, il n'a pas intérêt. Il sait très bien qu'il se prendra une déculottée, donc il le fera pas. Oui, mais il pourrait dire c'est pas moi qui attaque. Non, mais voilà. Wagner, C'est vrai. ce Non, sont mais- des privés. C'est vrai. Non, mais vous avez raison. C'est un C'est bon pour ça point, que je ça. parle des attaques indirectes. Ouais. Les attaques indirectes. La belle attaque indirecte, si j'ose dire, qui a eu lieu, c'est la Crimée, en 2014. Moi, je considère que c'est une grande réussite. Alors bon, c'est pas bien On de dire rappelle ça, mais... qu'en Crimée en 2014, en fait, ce sont des séparatistes ukrainiens officiellement qui ont Exactement. demandé le rattachement de la Crimée à la Exactement. Russie. En fait, les Russes tiraient les ficelles derrière, mais l'armée russe n'était pas intervenue officiellement. Exactement, c'est une C, si vous voulez. On fait la guerre sans livrer bataille. Et ça, C'est pratique. Voilà, donc ça n'est pas impossible. Alors déjà, sur le plan cyber, ils l'ont déjà beaucoup fait. Et c'est pour ça que les pays baltes sont des champions en cyber. Parce que c'est le centre d'excellence de l'OTAN est en Lituanie. Pourquoi ? Ou en Estonie, je me souviens plus, pardonnez-moi. Mais peu importe, ils sont très très forts dans ce domaine-là parce qu'ils savent qu'ils sont vulnérables. Mais général, comment est-ce qu'on se prépare au niveau de l'OTAN pour ces guerres indirectes ? Bien évidemment, on n'a pas ici, on n'est pas les seuls penseurs de cet univers de la guerre. Comment est-ce qu'on se prépare précisément à ce genre d'attaque ? Alors l'OTAN se prépare de façon sur les attaques directes. On pourra y revenir si vous voulez. Le sommet de Vilnius, pour ça, a entériné des choses très importantes. Et puis, sur les attaques indirectes, je parlais à propos du cyber, Oui. par exemple. Et donc là, et sur la communication. Il ne faut pas oublier que dans les pays baltes, il y a pas mal d'opposants russes qui ont quitté la Russie dès les premiers jours. En Lituanie, il y en a beaucoup. La Lituanie est un pays qui, d'une part, a beaucoup souffert de l'occupation russe, avec des déportations en Sibérie de Lituaniens, mais aussi par l'importation de Russes. Une communauté russe qui est venue en Lituanie et qui, elle, s'est européanisée, j'allais dire. Plus la dernière infiltration, si j'ose dire, ce sont les opposants russes qui, dès le début de la guerre, ont quitté, sont partis à Dubaï, ils sont partis en Turquie, ils sont partis en Lituanie également, ou dans les pays baltes. Et donc, il faut compter sur ces personnes qui connaissent extrêmement bien leur pays d'origine pour pouvoir arriver à mettre des barrières, en particulier dans la communication et dans le cyber. Ok, on va avancer, on va continuer avec un autre allié et pas des moindres de Moscou, j'ai nommé Pékin, la Chine. Un rapport des renseignements américains qui détaille l'importance croissante, je cite le rapport, de la technologie chinoise dans la guerre de la Russie en Ukraine, les sanctions occidentales ayant peu pesé sur la Russie grâce au soutien de la Chine. Qui est sanctionné ici ? Alors, je crois qu'il y a deux effets. Le premier effet, c'est la Chine profitant de la guerre. Elle a du gaz et du pétrole à vil prix, et donc ça l'intéresse. Qu'elle achète à la Russie. Qu'elle achète à la Russie, exactement. Donc, le fait que la Russie soit en situation de difficulté l'intéresse. Le deuxième, indirect, alors là, on a quand même, alors je n'ai pas lu le rapport, mais on a quand même peu d'indications directes, c'est sur la façon dont les Chinois pourraient apporter de la technologie en Russie. Absolument. Mais là, souvent, c'est de la technologie, entre guillemets, commerciale. Donc, si vous voulez, ce ne sont pas des drones stratégiques. C'est de la technologie Ce sont quand pas. même. Mais oui, bien sûr, c'est de la technologie. Mais vous pouvez aller acheter des drones chinois dans le magasin du coin. Il y en a plein partout. Donc, ils font pareil. Oui, mais moi, j'ai pas attaqué un pays aujourd'hui. Oui, d'accord. Mais sauf que je rappelle je que la parle des Chine. sanctions en général. Oui, mais la Chine n'applique pas les sanctions. Je rappelle que les sanctions sont appliquées par qui ? Par les Européens, C'est vrai. les Américains, les Australiens, les Néo-Zélandais, quelques pays. C'est une véritable passoire, ces sanctions. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'effet, mais c'est une véritable passoire. Guillaume. Oui, parce que à quoi ça sert ? Quel est l'effet si des pays... Ah oui. En plus, ce qui manque aux Russes, par exemple, c'est les semi-conducteurs, l'électronique. Les Chinois, ils sont pas mauvais là-dedans. Donc finalement, en termes de fourniture d'équipements militaires, la Russie n'a pas de problème du tout aujourd'hui ? Si, elle a des problèmes. La meilleure preuve, c'est la visite du ministre Shoigu en Corée. S'il est allé en Corée du Nord... Il est allé faire son marché d'armes. Bien sûr, il est allé faire son marché. Alors, un marché qui existait depuis un petit moment, mais qui était à base d'obus de 152, d'obus de 122, donc le basique. Là, apparemment, il y est allé pour d'autres choses. On a montré des drones, les missiles, je pense pas trop, Ouais. mais on a montré des drones. Apparemment, la Russie manque beaucoup de drones. Elle s'était déjà adressée à l'Iran pour avoir les drones Shahed. Oui. Là, elle s'adresse à la Corée du Nord. Les Chinois
procure probablement des drones, mais là on est dans les drones tactiques, vous voyez, les drones dont on peut se servir pour voir et puis lâcher une grenade, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est négligeable, hein, mais c'est pas du même type. Donc je pense que dans tout ce domaine-là, la Russie fait son marché un peu partout. Les Chinois sont dans une situation extrêmement ambiguë. Et moi, sur la Chine, juste un point qui me frappe, c'est le nombre de visites américaines à Pékin depuis un mois. C'est pas faux. Mais on va y revenir parce que, justement, il y a Elena Legarda, vous savez, elle est analyste spécialisée dans la politique étrangère chinoise, et pour elle, ça ne fait pas de doute. Voilà ce qu'elle a déclaré, vous allez pouvoir le voir. Ce qui est clair, donc pour elle, c'est clair, hein, les mots ont un sens. C'est que la Chine, malgré toutes ces affirmations selon lesquelles elle est un acteur neutre, on parlait justement d'économie, etc., de marché, soutient en fait les positions de la Russie dans cette guerre. Ce soutien, s'il s'avérait être exact, s'il s'avérait en tout cas être autre qu'un soutien purement pécunier, financier, économique. On est ici dans une sorte de nouvel ordre mondial avec des idées très précises, très terminales, en tout cas sur ce qu'est l'humain, sur comment on doit aujourd'hui gouverner, etc. Bien sûr, mais c'est ce que j'appelle l'effet papillon de ces crises. Il faut se souvenir d'un discours qui me paraît... Alors, le premier discours fondateur du président Poutine, c'est 2007, à Munich. Mais revenons plus près, et le discours dans la salle Saint-Georges au mois de septembre dernier, dans lequel il est revenu sur le monde multilatéral, et il est revenu pendant le sommet de Moscou avec les Africains sur la vision multilatérale. Pour lui, il y a la vision unilatérale avec les Américains et la vision multilatérale qui intègre les BRICS et tous les pays. Et il veut absolument prendre ce parti-là. Sauf que dans ce parti-là, là où il ne réalise pas bien, c'est que lui, c'est un acteur mineur. L'acteur majeur, c'est la Chine. Et lui, il joue ce jeu-là, et ça intéresse la Chine. Mais qui s'y frotte ses pics ? Mais parce que ça intéresse la Chine, parce que il joue cette partition, ça a deux effets sur les Américains. Ça oblige les Américains à continuer à s'occuper de l'Europe, et donc à s'occuper moins de l'Asie. Guillaume. Et le deuxième effet, c'est naturellement de contester l'unilatéralisme américain. Allez-y, Guillaume. Les Chinois, ils sont assez prudents dans cette affaire, parce qu'effectivement, ils ne franchissent pas la ligne jaune, si je puis dire, si le mot est facile. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, le ministre des Affaires étrangères, avait dit, c'était en février dernier, attention, il y a une limite à ne pas franchir pour les Chinois, ne fournissez pas d'équipements létaux aux Russes. Donc, pas d'armes, et les Chinois respectent ça. Ils livrent pas d'armes, n'est-ce pas ? Non, ils ne livrent pas d'armes au sens où, comme je l'indiquais tout à l'heure, les drones, peut-être chinois, qui arrivent en Russie, sont des, comment on appelle ça, des drones... civils ? Oui, civils, voilà. D'espionnage. Mais qui sont utilisables aussi bien dans le civil. Oui, on peut les repeindre en Donc kaki. c'est pas létal. Bon, maintenant vous pouvez le transformer, le rendre létal en mettant une pince avec une grenade en dessous. Bien sûr, mais c'est la transformation qui est létale, c'est pas la livraison. Donc ça viendrait pas de la Chine, c'est une forme détournée de ne pas faire la guerre. Exactement. Mais alors les Chinois ont un point particulier aussi. Depuis le début, ils disent qu'il faut respecter les frontières internationales. Ils le disent. Ils le disent. Ça les empêche pas de ne pas voter au Conseil de sécurité la résolution qui condamne la Russie. Le grand entretien continue. On revient dans un instant avec le général Trinquant et avec bien sûr Guillaume Roquette. Restez bien avec nous, à tout de suite. De retour pour ce grand entretien avec le général Trinquant. Ravi de vous accueillir, merci beaucoup d'être avec nous. On a parlé déjà de beaucoup de choses. Effectivement, depuis le début, on fait une espèce de récapitulative de la semaine qu'on a pu passer. Il s'est passé des choses entre les frappes, entre les rencontres au sommet et le reste. On passe justement au fait que la Russie soit de plus en plus isolée de la scène internationale depuis le lancement, en tout cas, de son offensive militaire en Ukraine, cette fameuse opération spéciale. Moscou a organisé jeudi et vendredi dernier son deuxième sommet Russie-Afrique. 49 pays étaient invités, 17 pays étaient présents. Qu'est-ce que ça vous évoque pour commencer ? Alors 17 chefs d'État présents, ça veut dire une grosse diminution par rapport à ce qui s'est passé il y a 3 ans. Et puis dans les pays représentés, j'allais dire Burkina Faso, Mali, qui sont des pays avec des putschistes à leur tête. Donc ça veut dire que pour moi, c'est un semi-échec. Ça lui a permis de
renforcer son discours contre l'impérialisme, colonialisme, etc., d'avoir des tête-à-tête avec chacun de ses présidents, mais il y a quand même des présidents importants qui ne sont pas venus. Il y a eu des discours importants de l'Union africaine et de la CEDEAO, dans lesquels ils ont rappelé que les pays étaient tels qu'ils étaient, il ne fallait pas changer l'ordre comme ça. Souverain, autonome. Voilà, exactement. Donc voilà, c'était le deuxième point, mais qui transparaissait pas pendant le sommet, c'est que si vous voulez, il y a 3 ans, il y avait eu beaucoup de promesses et rien ne s'est passé. Et donc aujourd'hui, les promesses, ça va être quoi? Alors il y a 6 pays qui vont recevoir des céréales. De 25 à 50 000 tonnes de céréales. Ça fait 1% à peu près. Ça ne va pas les nourrir. Ça ne va pas faire grand-chose. Donc je pense qu'il a voulu renforcer sa position. Il faut se rappeler qu'il ne pourra pas aller au sommet des BRICS. Donc c'est une fois où il peut avoir un contact, j'allais dire physique, direct avec les personnes. Un sujet qui a été passé sous silence, c'est que dans les couloirs de cette réunion à Saint-Pétersbourg, il y avait qui? Monsieur Prigojine. Ça, c'est quand même un sujet extraordinaire. On l'a vu serrer des mains. Oui. Discuter. Bien sûr. Ça veut dire qu'il reste dans le back-office, j'allais dire, un acteur important pour la Russie en Afrique. Qu'est-ce qu'il est venu faire précisément, Prigojine, ici? Il y avait le Mali, le Burkina Faso, la Centrafrique, donc discuter business, si j'ose dire, avec eux. Parce que Wagner est très présent dans ces pays-là, en particulier depuis les changements de régime. Tout à fait. Centrafrique, c'est un peu la garde prétorienne du régime. Mali, mêmes éléments. Au passage, aucune victoire remportée sur les djihadistes. Les djihadistes sont aux portes de Bamako, quasiment. Le Burkina Faso qui bascule entre les deux. J'ai écouté le discours du capitaine Traoré, très intéressant, qui était à la fois un reflet d'un monde auquel on ne croyait plus, camarades, tous ensemble, etc. Absolument. Et puis, d'un autre côté, une fraîcheur sur son discours en disant, nous, notre génération, à nos anciens, voilà ce qu'on dit. Donc, il y avait ce mélange complet, et Prigojine là-dedans, il cherche à trouver ses clients. Parce que c'est un peu une franchise du GRU, en fait, Prigojine. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'après avoir traité de traître, coup de poignard dans le dos, on lui permet d'être dans les coulisses et de faire du business avec les Africains. Et pas en souterrain, Guillaume Roquette. Classiquement, en Afrique, on disait, il y a d'un côté ceux qui sont dans les pays proches de la France, et puis ceux qui sont proches des anglo-saxons ou des Chinois. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle division entre, on va dire, les pays africains démocratiques, qui regardent plutôt du côté de l'Occident, et puis les pays autoritaires, ceux où il y a eu des putschs, et qui vont être les nouveaux alliés de la Russie? Oui, je pense que vous avez raison. C'est un opportunisme de la part de la Russie. On le voit bien au Niger en ce moment, où il y a eu un coup d'État qui n'a strictement rien à voir avec ça. C'est un peu un coup d'État pour convenance personnelle, si j'ose dire, à propos du commandant de la garde qui ne voulait pas partir. Mais les Russes, tout de suite, s'infiltrent et veulent monter là-dessus. Donc vous avez raison. En fait, ils se foutent pas mal et, d'une certaine façon, sont écoutés par les Africains en disant « Nous, on ne regarde pas vos affaires intérieures, mais on va vous aider ». Mais c'est pas Wagner qui a fait le coup d'État au Niger, ils sont pas derrière? Non, je pense pas du tout. On va y venir dans un instant, si vous le permettez. J'aimerais qu'on reste vraiment sur ce sommet à proprement parler et qu'on décrypte aussi ce qui a été dit, parce qu'il y a eu de nombreuses choses qui ont été dites, bien sûr. Vladimir Poutine qui affirme vouloir promouvoir, c'est important de le citer encore une fois, les mots ont un poids, un ordre mondial multipolaire juste et démocratique et à lutter contre le néocolonialisme. Est-ce que c'est fort de café? C'est exceptionnel. Oui, c'est fort de café d'associer juste et démocratique de la part du président Poutine. Ça, exceptionnel. C'est un peu fort de café. Pour le reste, le multipolaire, moi, sur le fond, il est très écouté dans le monde. Vous savez, je reviens à l'effet papillon. Oui. Mais 2003, j'étais à New York à l'époque, n'a pas été digéré par 9/10 des pays au monde. Moi, j'étais dans les couloirs de l'ONU. Je peux vous dire qu'à l'époque, la France était la seule à dire il ne faut pas attaquer parce que vous n'avez pas les preuves. Et vous aviez tous les pays qui disaient c'est bon, la France, tenez. Et l'ambassadeur de l'époque, l'ambassadeur Jean-David Lévite, me disait vous savez, Singapour se battra jusqu'au dernier Français. Au Conseil de sécurité, on était vraiment tout seul. Et tout le monde soutenait ça. Et lorsque cette guerre a été lancée, eh bien, le résultat, effet papillon, aujourd'hui, c'est que les pays disent, les Américains, vous nous fatiguez à être donneurs de leçons. Et donc, ça donne un peu des billes, si j'ose dire,
à la position russe. Guillaume, sur le Niger, des images qui nous arrivent Oui, de l'ambassade en France. On parlait de ce coup d'État au Niger avec le renversement du président Bazoum. En fait, la France est très présente au Niger militairement parce que je crois qu'il y a 1500 hommes. Il y a aussi une présence diplomatique et justement en ce moment, à Niamey, l'ambassade de France est entourée par une foule qui semble assez hostile. C'est une situation qui peut s'avérer dangereuse. Vous connaissez bien le Niger. Oui, alors c'est très triste. D'abord, je suis très triste pour les citoyens du Niger, parce que c'est un pays extrêmement pauvre, que tous les pays sont en train de leur couper les robinets, et que ça va être une catastrophe pour ce pays. Premier point. Deuxième point, je ne pense pas du tout que le coup d'État a été fomenté par les Russes, mais ils savent en profiter. Ils savent en profiter. Alors, je vais vous raconter une anecdote assez amusante qui s'est passée au Burkina Faso, où on avait donné rendez-vous aux manifestants de venir sur la place principale avant d'aller à l'ambassade de France. Et sur la place principale, ils seraient payés. Ils ont été payés et ils sont partis. Ils ne sont pas allés devant l'ambassade de France. Donc, ils ont peut-être appris et maintenant, ils payent les gens directement. On a reçu des drapeaux russes, là. Mais si vous le permettez, messieurs, à l'instant, on nous dit que les manifestants que l'on voit scandent « à bas la France » et « vive la Russie ». C'est important. Oui, mais ils sont payés, mais bien sûr, évidemment, ils sont payés. On peut. Ça, c'est de la com, ça. Bien sûr, c'est de la com. C'est bien sûr de la com. Et au passage, pardonnez-moi, mais les caméras qui montent en gros plan le drapeau russe et 50 devraient prendre un plan large et s'apercevoir que finalement, il y a 250 personnes. Donc, il n'y a pas de fronde aujourd'hui au Niger. On n'est pas contre la France. Je répète, le coup d'État a été monté par la garde présidentielle. Au départ, l'armée s'est opposée à ce coup d'État. En 24 heures, elle s'est ralliée à la garde présidentielle. Je le disais avant, il y a quelque chose qu'on a oublié, c'est que le Niger est démocratique depuis un peu plus de 10 ans. Avant, il y avait des coups d'État tout le temps. Et donc l'armée est très politique, est extrêmement politique. Et donc là, il y a eu un concours de circonstances avec la garde républicaine qui allait, allait être, non pas limogé, il avait 62 ans. On devait lui appliquer la règle qui était départ à la retraite. Ça faisait 10 ans qu'il était chef de la garde. Donc il ne l'a pas accepté, il a fait un coup d'État, il était bien placé pour faire un coup d'État. Le président Bazoum, c'est intéressant parce que j'interviens sur des télévisions arabes et qui notent tous, oui mais Bazoum et Issoufou sont des Arabes. Là, ce ne sont pas des Arabes. Ce sont des Africains. Donc, il y a ce sujet qu'on connaît très, très mal. Et si la France avait voulu empêcher ce coup d'État, elle aurait pu. Il y a des militaires français sur place. Mais oui, mais ça n'est plus la position de la France. Pourquoi ? Parce que c'est un problème interne au Niger, et la France n'a pas à intervenir sur un problème interne au Niger. Il faut rappeler que les 1500 hommes, vous avez eu raison de le souligner, retrait de Barkhane, retrait de la force Sabre du Burkina Faso, sont venus au Niger. Et ils sont là. Pourquoi ? Ils ne sont pas à Niamey. Ils sont sur la zone des 3 frontières pour combattre avec leurs camarades du Niger. Donc les armées, il n'y a aucun problème avec eux. Je voudrais aussi rappeler qu'il n'y a pas que la France. Il y a une base américaine, il y a une base allemande. Et donc, si vous voulez, c'est l'ensemble de la communauté internationale. Aujourd'hui se tient une réunion de la CEDEAO qui doit absolument trouver une issue. L'ambassadeur de France travaille avec le président Issoufou, le président précédent, pour essayer de trouver une solution pacifique. Autre sujet, la contre-offensive ukrainienne semble-t-elle s'intensifier ? C'est en tout cas ce que l'on semble voir sur le terrain, notamment au sud-est. Est-ce que cette contre-offensive a été trop précipitée ? Est-ce que les Ukrainiens étaient prêts ? On a l'impression qu'année après année, on entre dans le 18e mois de ce conflit. Aujourd'hui, on a contre-offensive 1, contre-offensive 2. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre d'être mieux formés, d'avoir plus de matériel et d'avoir des F-16 ? Alors, il y a 2 options. Le président Zelensky a dit l'offensive est venue trop tard. Donc l'opposé de ce que vous dites. Pourquoi ? Parce que la bonne formule, ça aurait été de le faire tout de suite après la chute de Kherson, vous savez, 11 novembre, donc en décembre, au moment où le sol était gelé. Et là, il aurait fallu profiter de l'occasion des problèmes qui arrivaient dans l'armée russe et enfoncer une contre-offensive. Sauf le problème, c'est que les Ukrainiens n'avaient ni les hommes, ni le matériel. Les hommes étaient en cours de formation à l'ouest et les matériels n'étaient pas livrés. Donc, les Russes ont eu le temps d'installer leur situation défensive depuis le Dniepr jusqu'à Kharkiv. Avec leurs mines. Avec leurs mines, en mettant des milliers de mines. Oui. Et ça, c'est une catastrophe pour l'armée ukrainienne. Donc aujourd'hui, elle dispose du personnel, du matériel
occidentale, et elle cherche à trouver une percée. Elle a 3 axes, et sur ces axes, elle cherche à trouver une percée. Alors aujourd'hui, depuis 48 heures, un peu plus, 72 heures, on prétend qu'il y a une offensive qui réussit dans la région de Zaporijjia, avec plusieurs points d'intérêt. Zaporijjia, c'est la 58e armée russe qui était là. Le général Popov l'a commandé. Il a été limogé, parce que lui ose dire que c'est pas possible. L'armée russe n'est pas capable de contrebattre l'artillerie ukrainienne et que donc ils vont se faire enfoncer. Mais quand vous dites on prétend qu'il y a une percée, ça veut dire que vous n'y croyez pas trop? Non, ça veut dire que j'ai pas l'information. Ça veut dire que l'information, elle nous est fournie par les Ukrainiens d'un côté ou les Russes de l'autre côté. Et on est incapable d'analyser réellement ce qui se passe. Avez-vous des images de la percée? Moi, j'en ai pas. On a en tout cas des chars qui arrivent à passer ce qu'on appelle les dents de dragon. On en parle dans un instant, vous nous parlerez des dents de dragon. En tout cas, il y a quelqu'un qui a un avis sur cette contre-offensive. Si pour lui, elle n'est pas claire, il s'agit de François Hesbourg. Il était l'invité de Darius Rochebin vendredi. Voilà ce qu'il a dit, notamment sur Tokmak. Écoutez. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Tokmak est vraiment un point de passage pratiquement obligé, tant pour aller vers la Crimée, via la ville de Mélitopol, la ville du miel, c'est le nom que lui avaient donné les Grecs et les Romains, soit la ville de Berdiansk, qui est, quand nous ne voyons pas sur la carte, mais qui est à peu près à la même hauteur que Mélitopol, mais de l'autre côté, c'est-à-dire, le cas échéant, une manœuvre de prise à rebours des Russes dans le Donbass. Donc, si Tokmak devait tomber, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas, les Ukrainiens n'en sont pas encore là, mais si Tokmak tombe, à ce moment-là, tous les espoirs sont permis du côté ukrainien, tant pour encarafer les Russes en Crimée, que pour les obliger, le cas échéant, à tourner kazakh vers la ville hautement symbolique de Mariupol. Bon, général, si Tokmak devait tomber, ce serait formidable. Bon, il y a beaucoup de conditionnels. Non, mais nous sommes d'accord, je suis d'accord avec François Hesbourg, si, parce que pour l'instant, on ne sait pas. Pourquoi Tokmak? Alors, Tokmak, parce que c'est une espèce de citadelle qui est sur la route. Mélitopol, derrière, c'est un grand nœud logistique, premier point. Deuxièmement, vous avez vu qu'elle a été entourée de grilles. Pourquoi? Parce que depuis le début de la guerre, on prétend qu'il y a beaucoup de partisans qui sont dans cette région-là. Donc c'est une zone instable pour l'armée russe. Donc la ligne Tokmak-Mélitopol, mer d'Azov, ça permet de couper en deux, effectivement, et c'est une victoire. C'est l'endroit le plus court pour l'armée ukrainienne pour rejoindre la mer d'Azov, donc pour couper en deux. L'autre offensive possible, c'est Bakhmout, qui est beaucoup plus loin, mais qui permettrait, si l'offensive réussit du côté de Mélitopol, de prendre les forces russes par derrière. Et c'est là que je rappelle toujours le point clé dans les armées, les forces morales. C'est-à-dire, est-ce que le moral des Russes va s'effondrer s'ils s'aperçoivent que leurs défenses sont enfoncées, contournées, et qu'à ce moment-là, la victoire peut changer de camp? Si les Ukrainiens disent vrai et que cette percée au sud-est est en train de réussir, est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'ils utilisent des nouveaux équipements ou une nouvelle stratégie? Est-ce que, par exemple, les Américains leur ont livré ces bombes à sous-munitions qu'ils leur avaient promises? Alors, le premier point, je le disais, on a peu d'informations. Donc l'information, je la tiens d'où? Du général Popov. Le général Popov dit, dans ma région, le russe, il dit, dans ma région, on est incapable de contrebattre les Ukrainiens, et on manque de radars, on manque de pièces d'artillerie, et les Ukrainiens, eux, nous contrebattent parce qu'ils ont des radars contre-batterie et ils tirent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Ukrainiens, parce qu'on vous parlait, vous savez, les 850 km de front, mais intelligemment, ils concentrent les effets. Donc, ils concentrent les effets sur cette zone-là. Donc, ils ont concentré probablement les meilleurs équipements. Deuxième point, le bréchage, c'est-à-dire passer à travers les zones minées. Ils ont très peu d'engins qui permettent ça. Vous savez, soit des chars avec qui poussent devant, soit des fléaux qui avancent devant. Et bien, ils ont dû les concentrer sur cette zone et arriver à passer ces zones minées et les dents de dragon. Et à ce moment-là, ça ouvre la possibilité. La clé sur laquelle on saura vraiment que ça passe, c'est lorsque les réserves ukrainiennes seront engagées dans cette brèche. Pour l'instant, on parle de 3 bataillons.
Pour l'instant, on parle de 3 bataillons. Pour moi, c'est trop faible. Il faut au moins 3 à 4 brigades. Une dernière chose, avant d'avancer, vous nous avez parlé de ces fameuses dents de dragon, avec ce petit succès, en tout cas, mais qui n'est pas négligeable, des Ukrainiens qui ont réussi finalement à percer ces dents de dragon. Pourquoi est-ce que militairement, sur le terrain, c'est si difficile de pouvoir les percer ? Alors, moi, je crois que les dents de dragon en elles-mêmes ne sont pas difficiles à percer. Ouais. C'est l'ensemble, c'est-à-dire les mines, les dents de dragon, etc. C'est fait pour quoi ? Les tranchées. C'est fait pour casser des véhicules ou ralentir. Quand vous ralentissez, vous devenez une cible. Et à partir de ce moment-là, on vous détruit beaucoup plus facilement. Donc c'est la conjonction de l'artillerie, des armes anti-chars, des dents de dragon et des mines qui fait que ça peut ralentir l'offensive ukrainienne. Vous parliez de Bakhmout et des attaques sur Bakhmout qui sont aussi importantes pour la percée ukrainienne et cette contre-offensive. Hier, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, était sur place à Bakhmout. Il a voulu aller à la rencontre de ces soldats, comme on peut le voir sur ces images, pour la journée des forces spéciales ukrainiennes. On y voit ici Volodymyr Zelensky qui n'est pas en costume 3 pièces. Il a évidemment le treillis, l'uniforme. Il n'est pas dans la foule, il est avec les militaires, le gilet pare-balles, exactement, Guillaume. C'est important aujourd'hui, ce côté humain aussi des militaires, la famille, aller sur le terrain, cette résilience. On a beaucoup entendu parler de résilience dans le combat. Bien sûr, c'est très important. Je reviens aux forces morales. Ouais. Si vous voulez, lui, il incarne la force morale de l'Ukraine. Je suis le défenseur de l'Ukraine et je viens au niveau des combattants. Et les combattants, surtout s'ils sont des forces spéciales, vous savez, ils combattent pour l'Ukraine, mais ils combattent aussi pour les camarades. On combat tous ensemble. Et il y a le camarade qui s'est fait tuer, je vais quand même pas reculer alors que l'autre s'est fait tuer à côté. Pour la mémoire du camarade. Bien sûr, ils combattent tous ensemble et ils pensent à leurs camarades qui sont morts, qui sont estropiés. Et alors, dans la région de Bakhmout, je le dis depuis le début, c'est une région extrêmement intéressante. Bakhmout a été pris par Wagner. Wagner a décidé de quitter Bakhmout au mois de mai, a été remplacé par des forces russes. Mais comme c'était la dernière position qui a été prise par les Russes, elle n'est pas fortifiée. Elle n'a pas de dents de dragon, elle n'a pas de mine, et donc c'est un endroit faible. L'inconvénient de Bakhmout, c'est que c'est assez loin de la mer d'Azov. Mais si vous conjuguez l'offensive à Zaporijjia et l'offensive à Bakhmout, vous pouvez avoir un effet majeur sur toutes les troupes qui sont entre les deux. Pour encadrer, comme vous l'avez dit. Et donc, je pense que si le président Zelensky est là, parce que les combats sont extrêmement durs là-bas, c'est aussi pour renforcer cette position-là. On a vu sur les images, il remet des décorations aux soldats sur le front. C'est juste une tradition ? Vous pensez que ça, pour le moral, ça compte ? Non, pour le moral, c'est important, c'est une reconnaissance. Pour les soldats, quand j'étais en Yougoslavie, vous savez, on distribuait les médailles... vraiment une par une, très difficilement. Au compte-gouttes ? Ah ouais, complètement. Pour ceux qui les méritaient vraiment. Voilà, c'était extrêmement compliqué. Sur une brigade, vous aviez 1 ou 2 citations, pas plus. Et donc ça, c'est une reconnaissance. Alors c'est toujours gênant pour ceux qui la reçoivent, parce qu'ils disent, oui, et les autres ? Mais pour les autres, d'une certaine façon, disent, on a été reconnus. Donc voilà. Non, je pense que les médailles, c'était Napoléon qui disait qu'il appelait ça les hochets. Mais il n'avait pas complètement tort. Il y a un ego chez les militaires aussi qui fait qu'ils aiment bien, après ça, montrer leur décoration. Il y a un contraste énorme entre ce Zelensky en tenue de combat, quasiment sur le front, et un Poutine qui reste très, très à l'écart de tout. Il est allé juste une fois en Ukraine, à Mariupol, au mois de mars. Comment est-ce que vous expliquez cette différence ? Parce que je pense que la guerre de Poutine n'est pas la guerre de Zelensky. La guerre de Zelensky, c'est la défense du territoire au plus près, et les forces morales, parce que l'Ukraine en a besoin. La Russie, c'est l'impérialisme, c'est gigantesque. Cette guerre, c'est un petit truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la guerre globale, la guerre mondiale. Et lorsque, ce matin, il était face à la flotte russe, il rappelait les 250 ans de l'histoire, etc. À Saint-Pétersbourg, le hurrah poussé par toute la marine. Il aime ce type de choses. Lui, il est dans le contact, ce qui va permettre de gagner au bout du compte. Donc, comme disait Bijard, le soldat dans la merde, au bout du compte, c'est lui qui gagnera la guerre. Oui, merci pour cette belle métaphore, générale. En ce qui concerne, en tout cas, ici, Zelensky, est-ce qu'au-delà de l'image qu'il représente pour son pays, pour sa patrie, qui vit aujourd'hui une guerre dramatique. Il faut le rappeler, il y a quand même des humains derrière. On prend un peu de hauteur ici parce qu'on parle de la guerre, bien entendu, mais il ne faut pas négliger l'humain derrière. Est-ce que c'est aussi un message important pour ceux qui le soutiennent, pour l'Occident ? Vous voyez, moi je suis là, j'aurais pu m'enfuir plein de fois. J'aurais pu partir, j'aurais pu venir vous rejoindre, j'aurais pu faire une guerre
dans un bunker, juste des messages. Moi, je suis sur le terrain. C'est important pour lui de dire attendez, je suis là, hein, Mais bien suivez-moi. sûr. Et dès le premier jour, souvenez-vous, les Américains lui ont proposé de partir. Et il a dit, moi, j'ai pas besoin de taxi, j'ai besoin de munitions. Dès le premier jour, il s'est montré comme l'âme de la résistance ukrainienne. Et il a besoin de le montrer aujourd'hui, pour montrer les choses sont dures, mais aussi au peuple ukrainien. Parce que dans le peuple ukrainien, moi j'ai des échos, il y a des gens qui commencent à dire, dites donc, ça commence à durer, on a perdu beaucoup de monde. Finalement, le Donbass, tout ça... On s'en fiche. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que des pro-russes là-dedans, donc on va s'enquiquiner pendant des années avec ça. Donc on laisse tomber ça. Lui, non. Il veut pousser le combat jusqu'au bout. Et je pense que c'est important qu'il soit auprès des soldats pour le montrer. C'est inédit, un chef d'État aussi impliqué, aussi près du terrain dans une guerre. Je vais vous citer un grand Français, Clémenceau, qui allait dans les tranchées et qui disait « Celui qui gagnera, c'est celui qui tiendra le dernier quart d'heure ». Et ben, c'est ce que veut montrer Zelensky. Merci beaucoup, Général Trinquant, pour ce grand entretien qui nous aura appris beaucoup de choses. Je rappelle que vous êtes l'ancien chef de mission militaire française auprès de l'ONU. Vous sortez bientôt un livre. On en parlera au moment voulu. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Guillaume Roquette, de m'avoir accompagné aujourd'hui, directeur de la rédaction du Figaro. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de cette guerre en Ukraine. À tout de suite.